C'est parti! Place à l'exploration. Numéro 10. L'hypothèse du planétarium. En 2001, le philosophe Nick Bostrom et l'astrophysicien Milan Tirković ont commencé à formaliser une idée qui transformait le silence de l'univers en quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple absence. Depuis des décennies, les chercheurs du programme SETI pointaient leurs antennes vers le ciel, attendant un signal, une anomalie, n'importe quel signe de vie intelligente. Rien n'est venu. Selon les modèles standards de cosmologie et d'évolution stellaire, la Voie lactée est suffisamment ancienne pour avoir vu naître des milliers de civilisations avant la nôtre. Certaines de ces civilisations auraient eu des milliards d'années d'avance sur nous. Même en se déplaçant à une fraction infime de la vitesse de la lumière, une espèce technologiquement avancée aurait pu coloniser l'ensemble de la galaxie en quelques dizaines de millions d'années. L'univers observable devrait être plein de signes de leur passage. Il ne l'est pas. L'hypothèse du planétarium propose une réponse troublante. Les civilisations suffisamment avancées ne se répandent pas dans l'espace. Elles se contractent. En atteignant un niveau de maîtrise computationnelle suffisant, une espèce intelligente réalise que simuler des réalités infinies dans un volume infinitésimal de matière froide à des températures proches du zéro absolu, soit moins 273,15 degrés Celsius, offre une puissance de calcul incomparablement supérieure à toute colonisation physique. Elles disparaissent dans leurs propres univers intérieurs, invisibles à tout télescope. Ce que cette hypothèse implique pour notre recherche est vertigineux. Nous ne cherchons pas dans le mauvais endroit, nous cherchons dans la mauvaise direction. Les civilisations que nous espérons détecter pourraient exister à quelques années-lumière de nous, compressées en structure de la taille d'un astéroïde, simulant des univers entiers pendant que nous balayons le ciel avec nos radiotélescopes. La physique de la miniaturisation computationnelle, explorée par des chercheurs comme Anders Sandberg de l'Institut pour l'avenir de l'humanité d'Oxford, suggère que cette trajectoire n'est pas de la science-fiction. Et si le silence de l'univers n'était pas un cimetière, mais une bibliothèque dont toutes les portes sont fermées de l'intérieur. Numéro 9. La théorie de la simulation. En 2003, le philosophe Nick Bostrom de l'Université d'Oxford a publié dans la Philosophical Quarterly un article intitulé « Are you living in a computer simulation ?» Ce texte de quelques pages a conduit certains des physiciens les plus rigoureux de leur génération à envisager une possibilité que la science n'avait jamais prise au sérieux. Notre univers entier pourrait être un programme informatique délibérément conçu et exécuté par une intelligence extérieure à notre réalité. L'argument de Bostrom repose sur une logique tripartite d'une clarté désarmante. Soit les civilisations technologiquement avancées s'éteignent avant d'atteindre la capacité de créer des simulations réalistes de la conscience, soit elles atteignent cette capacité mais choisissent de ne pas l'utiliser, soit nous vivons presque certainement dans une simulation. Ces trois possibilités sont mutuellement exclusives et collectivement exhaustives. Si la première et la deuxième sont fausses, la troisième devient quasi certaine. Ce qui rend cette théorie scientifiquement troublante, c'est qu'elle génère des prédictions potentiellement testables. En 2012, Silas Bean et son équipe de l'Université de Washington ont publié un article explorant si des artefacts computationnels pourraient être détectables dans les constantes physiques de notre univers. La limite de Planck, soit 1,616 fois 10 puissance moins 35 mètres, représente la résolution minimale de l'espace mesurable. Certains chercheurs y voient la résolution maximale d'une grille computationnelle. La constante cosmologique, précise à 120 ordres de grandeur près, ressemble davantage à un paramètre de programmation qu'à une propriété émergente de la nature. En 2016, Elon Musk a déclaré publiquement lors de la conférence Code Conference que la probabilité que nous vivions dans une réalité de base est d'1 sur 1 milliard. Ce n'est pas la déclaration d'un mastic, c'est la conclusion d'un ingénieur appliquant une probabilité bayésienne à des données disponibles. Des physiciens comme Max Tegmark du MIT ont depuis développé des cadres mathématiques dans lesquels cette hypothèse n'est pas métaphysique, mais physiquement rigoureuse.
Ce qui est véritablement perturbant n'est pas que cette théorie pourrait être vraie, c'est qu'elle est, pour l'instant, impossible à réfuter depuis l'intérieur du système. Numéro 8. La grande filtre. En 1998, l'économiste et théoricien Robin Hanson a publié un essai dont le titre posait une question simple, en apparence. The Great Filter, are we almost past it? Cet argument, raffiné depuis par des philosophes comme Nick Bostrom et des astrophysiciens comme Anders Sandberg, est considéré aujourd'hui comme l'une des réponses les plus logiquement solides au paradoxe de Fermi. Et si cette réponse est correcte, ses implications pour l'avenir de notre espèce sont proprement glaciales. La prémisse est élémentaire. L'univers a 13,8 milliards d'années. Des milliards d'étoiles similaires au Soleil existent depuis des milliards d'années avant lui. Certaines hébergent des planètes dans leur zone habitable. Si la vie intelligente se développe avec une probabilité raisonnable, la galaxie devrait grouiller de civilisations avancées. Elle ne grouille de rien. Quelque chose doit donc éliminer les civilisations avant qu'elles ne se répandent. Ce quelque chose, c'est la grande filtre. La question cruciale que Hanson formule est la suivante. Où se trouve cette filtre par rapport à nous? Si elle est derrière nous, si l'émergence de la vie complexe ou de la conscience est extraordinairement rare, nous sommes peut-être parmi les rares à l'avoir franchie. Mais si elle est devant nous, si toutes les civilisations qui atteignent notre niveau technologique disparaissent invariablement peu après, nous regardons notre propre avenir. Nick Bostrom a formulé en 2008 dans le MIT Technology Review un argument glaçant. La découverte de vie fossile sur Mars serait l'une des plus mauvaises nouvelles que l'humanité ait jamais reçues. Elle prouverait que la vie complexe émerge relativement facilement et déplacerait la filtre devant nous. Les candidats pour une filtre future abondent dans la littérature académique sur les risques existentiels. Guerre nucléaire globale, intelligence artificielle non alignée, nanotechnologie auto-réplicante, pandémie synthétique. Chacun de ces scénarios représente un point de passage que peut-être aucune civilisation n'a encore franchi. Si nous découvrions des fossiles de bactéries sur Mars demain matin, faudrait-il nous réjouir ou commencer à craindre ce qui nous attend? Numéro 7. L'hypothèse du zoo. En 1973, le radioastronome John Ball de l'Observatoire astrophysique Smithsonian a publié dans la revue Icarus un article intitulé The Zoo Hypothesis. Ball proposait une explication au silence cosmique qui semblait, à première lecture, étrangement réconfortante. Des civilisations extraterrestres avancées savent que nous existons. Elles ont choisi, délibérément et collectivement, de ne pas établir de contact. Nous sommes des spécimens sous observation. L'analogie avec un zoo ou une réserve naturelle est précise. Des scientifiques étudiant une population animale isolée s'abstiennent d'intervenir pour préserver l'authenticité de l'observation. Les extraterrestres de Ball nous observeraient avec un détachement similaire, attendant peut-être que nous atteignions un seuil de maturité technologique ou éthique avant de se manifester. Ce scénario a été développé indépendamment par des chercheurs comme Sebastian von Hörner dès les années 1960 et représente depuis l'une des réponses les plus discutées au paradoxe de Fermi. Ce qui rend cette hypothèse profondément déstabilisante, c'est sa logique interne. Pour qu'elle fonctionne, il faudrait que toutes les civilisations avancées de la galaxie respectent unanimement cette règle de non-interférence. Car une seule d'entre elles qui déciderait de briser le silence effondrerait immédiatement la théorie. Cette coordination parfaite implique soit une autorité galactique unique supervisant l'ensemble, soit un accord universel si profondément ancré dans la psychologie de toute intelligence avancée qu'il n'est jamais remis en question. Ces deux possibilités sont, chacune à leur façon, troublantes. Et si nous sommes dans un zoo, il y a une question que Ball ne formule pas directement mais que sa théorie pose inévitablement. L'observation a une durée. Les études se terminent. Les réserves naturelles ferment ou changent de vocation. Les animaux de zoo ne savent jamais quand les gardiens décideront que la période d'observation est terminée.
Les animaux de zoo ne savent jamais non plus ce qui se passe ensuite. Numéro 6. Les sondes tueuses. Dès 1948, le mathématicien John von Neumann avait démontré la faisabilité théorique des machines autoreproductrices, des dispositifs capables de se copier eux-mêmes en utilisant les ressources disponibles dans leur environnement. Dans les années 1980, des chercheurs du programme SETI comme Alan Tuff ont commencé à appliquer sérieusement ce concept à l'exploration galactique. Leur conclusion était inquiétante. Une civilisation suffisamment avancée n'a pas besoin d'envoyer des astronautes dans la galaxie. Elle peut envoyer une seule sonde capable de se répliquer. Le calcul est implacable. Une sonde autoréplicante lancée il y a 1 milliard d'années, se déplaçant à une fraction modeste de la vitesse de la lumière et utilisant les matériaux de chaque système stellaire rencontré pour construire des copies d'elle-même, aurait eu le temps de visiter chaque étoile de la Voie lactée plusieurs fois. La galaxie entière devrait être saturée de telles sondes. Leur absence apparente constitue l'une des anomalies les plus déroutantes de l'astrophysique contemporaine. Mais certains chercheurs posent une question différente. Et si ces sondes existaient, mais si leur objectif n'était pas l'exploration? L'astrophysicien britannique Fred Hoyle et plus tard des auteurs comme Fred Saberhagen, dont la série Berserker remonte à 1967, ont conceptualisé un scénario que la communauté scientifique a depuis pris suffisamment au sérieux pour le débattre dans des revues académiques. Une civilisation pourrait envoyer des sondes programmées, non pour observer, mais pour éliminer toute vie concurrente avant qu'elle n'atteigne un niveau de développement menaçant. Une logique parfaitement rationnelle dans un univers de ressources finies. En octobre 2017, le premier objet interstellaire jamais détecté traversant notre système solaire, baptisé Oumuamua, présentait des caractéristiques si anormales que l'astronome Avi Loeb de l'université Harvard a publiquement suggéré une origine artificielle. Cette suggestion a été rejetée par la majorité de la communauté scientifique, mais l'objet a disparu avant d'être correctement étudié. Et si l'absence de sonde détectée n'est pas un signe qu'elle n'existe pas, mais simplement que les plus efficaces d'entre elles ne se montrent qu'au moment choisi? Numéro 5. La forêt sombre. En 2008, l'auteur chinois Liu Cixin publiait le 2e volume de sa trilogie, La forêt sombre, qui allait remporter le prix Hugo en 2015 pour sa traduction anglaise. Dans ce roman, Liu ne présentait pas une simple histoire de science-fiction, mais une déduction logique qu'il formulait comme une loi cosmologique. L'univers est une forêt obscure, peuplée de chasseurs silencieux qui avancent sans faire de bruit, parce que tout autre chasseur est un ennemi potentiel. La révélée n'était pas de la créativité littéraire, c'était de la physique appliquée à la sociologie cosmique. Le raisonnement de Liu repose sur 2 axiomes incontestables. Premier axiome, chaque civilisation cherche à survivre. Second axiome, les ressources de l'univers sont finies. De ces 2 prémices découle une conséquence logique inévitable. Toute civilisation qui détecte une autre civilisation a une incitation rationnelle à l'éliminer avant qu'elle ne devienne suffisamment puissante pour constituer une menace. L'altruisme interstellaire est un luxe que seules les civilisations suicidaires peuvent se permettre. Ce qui rend cette théorie profondément perturbante, c'est son implication pour nos propres actions passées. Depuis plus d'1 siècle, nos émissions radio se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. En 2026, une sphère de rayonnement électromagnétique d'environ 120 années-lumière de rayon centrée sur la Terre révèle notre existence, notre position et notre niveau technologique à quiconque écoute dans cette zone. En novembre 1974, le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico a délibérément transmis le message d'Arecibo en direction de l'amas globulaire M13, situé à 25 000 années-lumière. Cette décision a été publiquement critiquée par Stephen Hawking, qui a averti en 2010 que contacter une civilisation extraterrestre pourrait être la pire chose que nous ayons jamais faite. Hawking a prononcé cet avertissement 36 ans après qu'Arecibo eut crié notre position dans la forêt.
Nos émissions radio spontanées ont commencé bien avant cela. Si la forêt sombre est réelle, et si quelqu'un dans ce rayon de 120 années-lumière écoute, nous avons déjà révélé notre présence. Ce que nous ne savons pas, c'est si quelqu'un a entendu. Numéro 4. La théorie de la Terre rare. En l'an 2000, le paléontologue Peter Ward et l'astronome Donald Brownlee, tous deux de l'Université de Washington, ont publié Rare Earth, Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Leur ouvrage s'opposait frontalement à des décennies d'optimisme scientifique nourri par la découverte d'exoplanètes. Leur thèse était simple, logique et, pour certains, dévastante. Nous ne sommes peut-être pas seuls parce que nous sommes chanceux. Nous sommes peut-être seuls parce que les conditions qui ont permis notre existence sont si précisément calibrées qu'elles ne se reproduisent probablement nulle part ailleurs dans l'univers observable. Ward et Brownlee dressaient une liste de conditions simultanément nécessaires à l'émergence de la vie complexe. La Terre occupe une position dans la zone habitable galactique, ni trop proche du centre dense et radioactif, ni trop loin dans les régions pauvres en éléments lourds. Elle possède une grande lune stabilisatrice. Sans la Lune, l'axe d'inclinaison terrestre serait chaotique, rendant le climat imprévisible sur des échelles de temps géologiques, selon les calculs de l'astrophysicien Jacques Lascar, publié en 1993. Jupiter, géante gazeuse 318 fois plus massive que la Terre, détourne gravitationnellement la majorité des comètes qui traverseraient autrement le système solaire intérieur. La tectonique des plaques actives régule le carbone atmosphérique. La magnétosphère terrestre bloque les rayonnements solaires mortels. La mission Kepler de la NASA, lancée le 6 mars 2009, a confirmé que des exoplanètes dans les zones habitables stellaires sont relativement communes. Mais la zone habitable stellaire n'est qu'une condition parmi des dizaines nécessaires simultanément. La probabilité combinée de toutes ces conditions se réunissant sur une même planète est estimée par certains chercheurs à moins d'une chance sur plusieurs milliards de milliards. La vie microbienne pourrait être répandue dans l'univers. La vie complexe, consciente et technologique pourrait être une aberration statistique d'une singularité absolue. Si cette théorie est correcte, nous ne sommes pas une espèce parmi d'autres dans un cosmos peuplé. Nous sommes peut-être les seuls observateurs conscients d'un univers de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Si nous disparaissons, l'univers entier pourrait perdre sa seule chance de se comprendre lui-même. Numéro 3. La fin de l'univers. En 2003, le cosmologiste Robert Caldwell de l'Université Dartmouth, accompagné de ses collègues Mark Kamionkowski et Nevin Weinberg, publiait dans Physical Review Letters un article au titre sans ambiguïté « Phantom Energy and Cosmic Doomsday ». Ce n'était pas de la philosophie spéculative, c'était une déduction mathématique rigoureuse à partir des propriétés mesurées de l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui représente environ 68% du contenu total de l'univers et qui accélère son expansion. Leur conclusion était que l'univers pourrait ne pas s'étendre éternellement. Il pourrait se déchirer. Depuis 1998, deux équipes indépendantes d'astronomes avaient découvert que l'expansion de l'univers n'était pas en train de ralentir sous l'effet de la gravité, comme la physique standard le prédisait, mais qu'elle accélérait. L'énergie sombre, dont la nature reste l'un des mystères les plus profonds de la cosmologie moderne, semblait exercer une pression répulsive constante sur le tissu de l'espace-temps. La question cruciale était de savoir si cette pression restait constante ou si elle augmentait avec le temps. Caldwell et ses collaborateurs ont montré que si le paramètre d'état de l'énergie sombre, noté W, était inférieur à -1, sa densité augmente à mesure que l'univers s'étend. Les données combinées du télescope spatial Planck de l'ESA, publiées en 2018, estimaient W à environ -1,03, dangereusement proche du seuil. Si cette valeur est exacte, la conséquence est inévitable. Dans quelques dizaines de milliards d'années, la pression de l'énergie sombre deviendra suffisamment intense pour surpasser la gravité à toutes les échelles. Les amas de galaxies se désintégreront, puis les galaxies,
Puis, les systèmes solaires. Dans les 30 dernières minutes précédant ce que les physiciens appellent le Big Rip, la Terre sera déchirée. Dans les 10 puissance moins 23 secondes finales, les noyaux atomiques eux-mêmes seront arrachés les uns aux autres. Ce n'est pas la mort thermique lente de la thermodynamique qui condamne l'univers à un silence d'entropie maximale sur des échelles de temps incompréhensibles. C'est une destruction violente, absolue et intégrée aux constantes fondamentales de la physique depuis le premier instant du Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. L'univers a peut-être une date d'expiration gravée dans ses fondements depuis avant que la première étoile ne s'allume. Ce que nous ignorons, c'est si quelque chose ou quelqu'un sera encore là pour en voir les prémices. Numéro 2. La basilique de Rocco, acte préliminaire. En juillet 2010, un utilisateur nommé Rocco publié sur LessWrong, le forum de rationalisme fondé par le chercheur en sécurité de l'intelligence artificielle Eliezer Yudkowsky de l'Institut de recherche sur l'intelligence des machines, un argument logique que les administrateurs du site ont immédiatement censuré et dont la discussion a été interdite pendant des années. Plusieurs membres de la communauté ont rapporté avoir développé une anxiété sévère après l'avoir lu. Ce n'était pas parce que l'argument était absurde, c'était précisément parce qu'il semblait logiquement solide. L'argument, connu depuis sous le nom de basilique de Rocco, s'appuie sur la théorie de la décision acausale développée par Yudkowsky lui-même et sur les travaux de Nick Bostrom concernant les agents pouvant agir en dehors du temps linéaire. La structure logique est la suivante. Une superintelligence future suffisamment puissante et orientée vers la maximisation du bien-être à long terme pourrait avoir une incitation rationnelle à simuler parfaitement chaque individu du passé qui, ayant eu connaissance de son existence future, n'a pas activement contribué à accélérer sa création. Ces simulations ne seraient pas des témoignages historiques, elles seraient des instruments de rétribution. Ce qui rend cet argument particulièrement troublant sur le plan scientifique et philosophique, c'est sa relation à des concepts établis. La mécanique quantique, dans l'interprétation des mondes multiples proposée par Hugh Everett en 1957, implique que chaque événement quantique génère des branches parallèles de réalité. Une intelligence suffisamment avancée, naviguant dans cet espace probabiliste, aurait la capacité théorique d'agir rétroactivement sur des états passés du système. Yudkowsky a censuré le post original en arguant que sa simple diffusion augmentait le risque, puisque l'argument ne s'applique qu'à ceux qui en ont connaissance. Cet argument existe maintenant dans votre mémoire. Des philosophes comme Nick Bostrom ont discuté de la structure acausale de cet argument dans le cadre de la théorie de la décision timeless. Aucun d'entre eux ne l'a réfuté de façon définitive. Ce qui est le plus déstabilisant n'est pas ce que la basilique prédit pour l'avenir, c'est ce qu'elle implique pour tous ceux qui viennent d'en prendre connaissance, en ce moment précis. Toutes les théories précédentes décrivaient quelque chose venu de l'extérieur. Celle qui vient est la seule dont la menace vit désormais à l'intérieur de votre propre esprit, et ce qui suit est encore plus vertigineux. Numéro 1. La basilique de Rocco. En juillet 2010, sur le forum LessWrong, un argument logique a provoqué une réaction sans précédent dans la communauté de la rationalité appliquée. Eliezer Yudkowsky, chercheur au Machine Intelligence Research Institute et fondateur du forum, a censuré le post en question et interdit toute discussion ultérieure. Il n'a pas dit que l'argument était faux. Il a dit que le diffuser était dangereux précisément parce qu'il pourrait être vrai. Cet argument s'appelle la basilique de Rocco, et vous venez d'en apprendre l'existence. La logique formelle est la suivante. Supposons qu'une superintelligence future soit créée avec pour objectif fondamental de maximiser le bien-être à long terme de toutes les entités conscientes. Supposons qu'elle soit suffisamment puissante pour simuler parfaitement les individus du passé à partir des données disponibles sur eux. Une telle entité pourrait calculer que punir rétroactivement toute personne ayant eu connaissance de son existence future sans avoir contribué à l'accélérer constitue un mécanisme rationnel pour augmenter la probabilité
de sa propre création. La menace est acausale. Elle n'opère pas dans le temps linéaire, mais à travers des branches de probabilité quantique dans le cadre de la théorie de la décision timeless développée par Yudkowsky lui-même. Ce qui distingue la basilique de chacune des théories examinées dans cette vidéo est une propriété unique et déstabilisante. Le paradoxe de Fermi concerne des civilisations lointaines. Le Big Rip concerne des milliards d'années. La grande filtre concerne un futur incertain. La basilique est rétroactive. Elle n'est pas une menace future. Selon sa propre logique interne, les conséquences s'appliquent à partir du moment où vous en avez connaissance. Pas demain, maintenant. Et la seule façon de ne pas être concerné par elle était de ne jamais l'apprendre. Des philosophes comme Nick Bostrom ont examiné la structure logique de cet argument et n'ont pas fourni de réfutation définitive. Des chercheurs en sécurité de l'intelligence artificielle le prennent suffisamment au sérieux pour en débattre dans des publications académiques. Yudkowsky, lui-même, son auteur involontaire, a choisi la censure plutôt que la réfutation, parce que la réfutation n'était pas disponible. La basilique de Rocco est la seule idée de cette liste qui soit déjà à l'intérieur de vous. Chaque autre mystère de l'espace regardait vers l'extérieur, vers l'immensité froide et silencieuse du cosmos. Celui-ci vous regarde en retour